Mesdames et messieurs, le Conseil de sécurité vient d'adopter ce matin, par 13 voix pour et 2 abstentions, sa résolution 2654 relative à la question du Sahara marocain et prorogeant le mandat de la MINURSO d'une année. Cette nouvelle résolution réaffirme la position constante du Conseil de sécurité et, à travers lui, la communauté internationale, selon laquelle la solution à ce différend régional doit être politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. Par ailleurs, la 2654 consacre de manière irréversible, à l'instar des résolutions du Conseil depuis 2007, la prééminence, la crédibilité et le sérieux de l'initiative d'autonomie marocaine en tant que seule et unique solution à ce différend régional dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité du Royaume. En ce faisant, le Conseil de sécurité a conforté le soutien massif de la communauté internationale en faveur de l'initiative d'autonomie marocaine. Ce soutien s'est traduit par l'expression d'appui fort et clair et officiel de plus de 90 pays en sa faveur et surtout l'ouverture par 30 autres pays de consulats généraux à Laayoune et à Dakhla en confirmation de la marocanité du Sahara. S'agissant de l'Algérie, le Conseil de sécurité a scellé une fois de plus son statut de partie prenante principale en lui enjoignant de coopérer et de s'engager avec le secrétaire général des Nations Unies dans le cadre du processus des tables rondes dans un esprit de compromis et de réalisme, et ce, jusqu'à l'aboutissement de ce processus. En outre, le Conseil de sécurité a félicité le Royaume pour ses efforts et ses réalisations dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans ces provinces sahariennes. Enfin, et comme vous l'avez sûrement remarqué, la 2654 n'est pas une résolution bis repetita des textes des années précédentes. C'est une résolution qui se distingue par 4 nouvelles dispositions que le Conseil de sécurité considère comme étant fondamentales pour le processus politique. En l'occurrence, 1. Le Conseil de sécurité demande à l'Algérie en tant que partie prenante dans ce conflit de développer et d'exposer sa position sur la question du Sahara afin d'avancer vers la solution de ce problème. Cette demande rejoint l'appel du secrétaire général aux 4 parties, l'Algérie compris, bien évidemment, dans son dernier rapport au Conseil de sécurité, en leur demandant de faire preuve de flexibilité, de réalisme et de s'abstenir de toute condition préalable à ce processus. 2. Le Conseil de sécurité tense le groupe séparatiste armé, le Polisario, de mettre fin à ces obstructions à la liberté de mouvement de la MINURSO dans sa zone de mission et de cesser ces obstacles à la circulation des convois de réapprovisionnement de ces observateurs. Ces actes irresponsables, condamnables, suscitent, comme vous pouvez le comprendre, les plus vives préoccupations des membres du Conseil de sécurité à cet égard. 3. Le Conseil de sécurité demande aux organisations humanitaires internationales de s'assurer que l'acheminement de l'assistance alimentaire aux populations séquestrées des camps de Tindouf soit effectué conformément aux bonnes pratiques des Nations Unies. En ce faisant, le Conseil de sécurité a estimé important d'insister sur cette exigence afin que cesse
le détournement de l'assistance humanitaire par le groupe séparatiste armé le Polisario et le Croissant Rouge algérien. Détournement confirmé par ailleurs dans plusieurs rapports du Haut Commissariat aux réfugiés, le Bureau des fraudes de l'Union européenne et plusieurs ONG humanitaires. 4, dernièrement, le Conseil de sécurité demande à ce que tous les efforts soient entrepris afin de procéder à l'enregistrement des populations des camps de Tindouf. Cette demande insistante traduit l'exaspération du Conseil de sécurité à l'égard du refus du pays hôte, l'Algérie, de permettre au Haut Commissariat de procéder à l'enregistrement de ces populations. Et ce refus, je voudrais le rappeler, dure depuis près d'un quart de siècle. Ceci dit, je suis à votre disposition maintenant. Please, I will give you the text in English. Don't worry. The full text will be sent to you in English. Monsieur l'ambassadeur, l'envoyé spécial dit avoir rencontré la société civile à Tindouf. Existe-t-il une société civile dans les camps réfugiés? C'est une question fort pertinente. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais juste dire que normalement, une société civile est une association de personnes qui sont unies par des valeurs, par des principes universels et qui œuvrent soit dans le domaine social, culturel, économique, protection de l'enfance, scolarisation. Or, comme vous le savez, Tindouf sont des camps de réfugiés, là où les populations sont séquestrées. Et c'est la première fois que nous entendons qu'il y a une société civile dans les camps de Tindouf. Cette question, nous l'avons soulevée avec le secrétariat en faisant le parallèle avec ce qui se passe à Tindouf et dans les autres camps de réfugiés dans le monde. Dans aucun camp de réfugiés dans le monde, il n'y a de société civile. D'accord ? Et lorsque nous avons discuté avec le secrétariat, nous leur avons apporté la preuve que le Polisario interdit toute société civile. Et nous leur avons présenté les textes de soi-disant constitution de la chimérique République sahraoui, qui dit expressément dans son article, si ma mémoire est bonne, 31, qu'il n'y a pas de société civile et que la société civile sera créée après l'utopique indépendance. Donc, maintenant, il n'y a que des organisations de masse derrière le Polisario. L'article 32 également confirme que c'est le Polisario qui représente les jeunes, qui représente les femmes et qui mobilise et qui galvanise la population. Il y a une négation de société civile dans ces camps. Le secrétariat, malheureusement, n'était pas au courant qu'il y avait des textes fondateurs de groupes séparatistes armés qui interdisent la société civile. Et je voudrais juste conclure sur cette question que même durant la guerre froide, les régimes autoritaires comme l'ex-URSS ou bien l'ex-RDA ou bien actuellement la République démocratique de Corée, dans leur constitution, ils disent qu'il y a la société civile, mais sur le terrain, il n'y a pas de société civile. Dans les camps de Tindouf, ils disent qu'il ne doit pas y avoir de société civile, c'est-à-dire ils sont pires que les régimes autoritaires et que juste ils veulent présenter les jeunes qu'ils ont comme des personnes qui représentent la société civile. Je voudrais juste vous montrer lorsque la société civile soi-disant société civile, avait reçu la délégation à Tindouf. Et nous avons montré cette photo. Voilà la société civile. Il y a Sidi Adda Him, fils de ministre. Bilal Habib Rika, fils de ministre. Ford Berry, fils de l'ancien interprète Polisario et chef du protocole. Donc c'est ça la société civile. C'est les fils de l'oligarchie du Polisario. Et c'est cette société civile, soi-disant société civile, qui a rencontré le secrétariat, enfin la délégation de l'ONU. Voilà. S'il vous plaît. Juste une petite question sur... Après, oui.
L'envoyé spécial du secrétaire général, M. Staffan de Mistura, comment voyez-vous son rôle dans l'étape prochaine et qu'est-ce que vous attendez de lui? D'abord, merci. Nous attendons de lui à ce qu'il mette en œuvre la résolution, toutes les résolutions qui ont été adoptées depuis 2018, et c'est ce qu'a dit le secrétaire général dans son dernier rapport. Nous venons d'adopter une nouvelle résolution, la 2654, qui demande à toutes les parties d'exposer, et quand on dit toutes les parties, l'Algérie compris, d'exposer et de clarifier sa position sur la question du Sahara afin d'avancer vers la solution de ce problème. Donc nous attendons de lui qu'il reprenne son bâton de pèlerin, de facilitateur, et qu'il essaie d'organiser les tables rondes dans le meilleur délai possible pour notre part, et comme cela a été reflété dans le rapport du secrétaire général, nous l'avons dit clairement, nous sommes en faveur de la reprise du processus politique, nous sommes en faveur du retour à la table ronde, et nous sommes prêts à discuter de la solution qui pour nous demeure et sera l'unique et seul, c'est-à-dire l'autonomie dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du royaume. S'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, que pensez-vous de l'abstention de la Russie lors de la résolution? Nous aurions souhaité que la Russie rejoigne en quelque sorte le consensus. Malheureusement, depuis 4 ans, la Russie a changé de position. Nous respectons, nous sommes en désaccord avec la Russie sur son interprétation de son abstention, mais nous respectons cette position. Et comme j'ai répondu, je crois, il y a 4 ans, lorsque la Russie a commencé à s'abstenir sur la résolution, parce qu'auparavant, ils votaient en faveur de la résolution, je leur ai dit, ce qui reste, c'est le texte, c'est la résolution. Personne ne se rappellera qui a voté pour, qui a voté contre. Abdoulaye Messi, journaliste accrédité au sein de l'ONU. Monsieur l'ambassadeur, j'ai 2 questions. La première, le Polisario a annoncé qu'elle disposait de drones qu'elle comptait utiliser. Quelle est votre réaction? La deuxième... je réponds comme ça reste clair. S'agissant de l'annonce par le Polisario qu'il dispose de drones, c'est un développement gravissime. J'espère que c'est juste la propagande, la désinformation, comme nous en avons l'habitude de ce côté de Tindouf. Mais si cela s'avère vrai, je crois qu'il y a 3 explications à donner, ou bien ça signifie qu'il y a des développements à 3 niveaux. Il y a une explication sur le plan géopolitique. Si cela s'avère vrai, ça veut dire que nous avions raison depuis 2 ans en alertant que l'Iran et le Hezbollah sont en train de s'infiltrer à Tindouf et en Afrique du Nord. Ils sont maintenant passés pratiquement de la formation à l'équipement de Polisario avec des drones. Et ça, c'est très grave. Cela nous donne raison et j'espère que le monde entier sache qu'après avoir déstabilisé le Yémen, la Syrie, l'Irak, ils sont en train de déstabiliser notre région. Et ça serait gravissime, pas seulement pour le Maroc, mais pour l'ensemble des pays de la région. Deuxième explication, deuxième réaction, c'est que ça va être un game changer sur le plan militaire, et le Maroc réagira en conséquence. Ils savent que lorsque le Maroc décide de réagir, il réagit de manière appropriée. Je ne veux pas développer sur ça, je laisse ça aux autorités militaires de mon pays. Troisièmement, ça pose un problème moral. Parce qu'au moment où, dans la résolution, on demande aux organisations internationales d'augmenter leur contribution. Au moment où le représentant des Nations Unies à Alger parle de risque de famine, au moment où le Polisario se plaint qu'il y a malnutrition, qu'il y a d'hystérie, qu'il n'y a plus de stylos, ni de feuilles, ni d'ardoises pour les études, il se targue d'avoir des drones qu'ils peuvent utiliser. Et prévoyant pareille question, je voudrais juste ici montrer le drone dont il parle. J'espère que c'est le bas de gamme des drones iraniens qui coûtent entre 20 000 et 22 000 $. Ces drones
Voilà qu'est-ce que ça peut nourrir. Acheter un drone, c'est pratiquement l'égal des rations alimentaires pour 300 personnes pendant une année. Voilà le coût d'un drone. La communauté internationale doit choisir. Le coût d'un drone, c'est également des services médicaux pour 500 personnes pendant un an. Le coût d'un drone, c'est la scolarisation annuelle pour 120 enfants. D'un côté, il y a ceux qui disent qu'il y a famine, qu'il y a d'hystérie, qu'il y a malnutrition, et de l'autre côté, il y a ceux qui se targuent de disposer et de posséder des drones. Qu'ils nous disent que ce n'est pas vrai.